Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo qui parlait des annonces faites pour le Hellfest en 2027. Vous avez été hyper nombreux à la regarder et à la commenter, c'était presque intimidant. Et je vous en remercie. Il est temps maintenant de se pencher sur ce qui est le plus important, la musique. Retour donc sur une édition 2026 qui, on le sait maintenant, sera la dernière d'une époque. L'année dernière, j'avais fait un top 30 parce que ça correspondait à peu près au nombre de groupes dont j'avais envie de parler. Cette année, je vais me contenter d'un top 20 qui est à l'image de cette édition que j'ai trouvé légèrement en dessous des précédents, qui avaient été des crus assez exceptionnels. Mais même un petit Hellfest, c'est un séjour fait d'expériences incroyables et de shows qui laissent des traces. Dans la tête, hein, les traces. Alors évidemment, tout ça est très subjectif. C'est parti pour un top 20 qui, vous le verrez, passe largement par la vallée. Ah, la vallée. Je suis absolument fan de la scène belge. Comment un pays 5 fois moins peuplé que le nôtre peut sortir autant de groupes incroyables? J'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, celle du climat. Bizarrement, vous noterez que les endroits soumis aux météos un peu pourris ont souvent engendré des courants musicaux assez uniques. Je pense notamment au mouvement Manchester dans les années 80, ou bien sûr à la scène grunge de Seattle quelques années plus tard. En même temps, quand il pleut, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que s'enfermer dans une salle de répétition ou dans un club sombre? Faire des vidéos YouTube dans sa cave? Toujours est-il que le nombre de groupes géniaux issus de la scène belge sortis ces dernières années est hallucinant. Et surtout, ce qui fait le sel de ces groupes, c'est qu'ils sont tous assez uniques, affranchis des étiquettes et surtout complètement décomplexés. Qu'ils soient flamands ou wallons d'ailleurs, aucune différence. Gnome est le premier des quelques groupes belges qu'on va retrouver dans ce classement. Je vous mets le contexte. Dimanche midi, pas mal de fatigue cumulée du week-end, et les premières chaleurs de ce qui sera une énorme journée caniculaire. Je rejoins la vallée dans un réflexe pavlovien, sans vraiment savoir ce que je vais trouver, et là le gros de la fosse est coiffé de bonnets rouges pointus. Délirium très mince, début d'insolation. Non, tout ça est bien réel. Une armée de gnomes s'apprête à accueillir le groupe du même nom. Mis à part quelques écoutes ici et là, je connais assez peu Gnome. Le trio débarque coiffé des mêmes bonnets, en mode détente, avec une dégaine de membres du BDE d'une mauvaise école de commerce. Ils balancent le premier morceau et on comprend tout de suite où ils veulent en venir. Des bons riffs groovy et accrocheurs, assez faciles à assimiler. La synchro guitare-basse qui joue au fond des temps sur la batterie rappelle un peu la formule de Rage Against the Machine, avec une coloration stoner voire sludge qui justifie leur présence sur cette scène. Ça me fait pas mal penser à Red Fang aussi. On est là pour passer un bon moment, et 6 titres plus tard, le contrat est rempli, chouette découverte. Mon premier souvenir de Corrosion of Conformity, c'est celui d'un copain qui m'avait envoyé un lien. Menteur. Qui m'avait prêté le CD. Mytho. Bon, ok, qui m'avait prêté la cassette de l'album Waste Blood au collège. C'est donc un groupe que je connais depuis 30 ans. 30 ans. Et que j'écoute au final assez peu. Pourtant, à chaque fois que je retombe dessus, ce même constat. C'est vachement bien en fait. Ce qui a peut-être fait du tort à Corrosion, c'est le syndrome du touche-à-tout bon à rien. Rock sudiste, heavy metal, proto-sludge, stoner, trash, groove metal, punk, grunge. Oui, c'est pas un genre, je sais, je parle juste de la couleur. Bah tout ça, ils le font plutôt très bien. Mais du coup, ça devient difficile de leur apposer une étiquette et le public s'y est peut-être perdu. Alors visiblement très heureux d'être là, je crois qu'on ne mesure pas bien à quel point le Hellfest est une date importante pour plein de groupes, même internationaux, qui y passent. Ils ont livré un set impeccable et plein de good vibes, qui donnent terriblement envie de se replonger dans leur discographie. Je ne suis pas un grand connaisseur de black metal, mais ça fait plusieurs années que ce genre m'attire, et que la Temple devient régulièrement l'endroit où je me rends entre deux shows à la vallée. Et à chaque fois j'y fais des trouvailles. On ne peut pas dire qu'Orancy Pazuzu soit une découverte, puisque la bible New Noise, achetez New Noise, je ne rigole pas, les met régulièrement en avant depuis plusieurs années. Ce qui m'a amené à les écouter ponctuellement, mais c'était la première fois que je les voyais en live. Ce que j'aime particulièrement dans ces musiques, c'est la capacité à installer une ambiance, à poser un décor extrêmement immersif. Mais au pur black metal, je préfère les groupes qui y agglomèrent autre chose. Indus, musique traditionnelle, mat rock, etc. Un peu comme les ados qui commencent par boire du panaché parce que la bière au début c'est un peu dégueulasse. Et c'est exactement ce que fait Orancy Pazuzu. Derrière une façade black metal bien marquée, on y trouve beaucoup de rock psyché, de krautrock, voire d'indus. Je trouve que les morceaux du dernier album rappellent même pas mal Nine Inch Nails. J'ai pris le show en cours et pas dans les meilleures conditions, mais c'est typiquement le genre de groupe que j'aimerais revoir en salle. Retour à la vallée avec un groupe que j'attendais beaucoup, parce qu'il a excellente presse, et parce que j'ai particulièrement aimé leur dernier album sorti fin 2025, Conjurer. On parle d'un quatuor qui vient de la ville de Rugby en Angleterre. Rugby, ville où fut inventé l'hologramme. Oui, et le rugby aussi. Vous voyez l'Angleterre? Vous essayez de trouver le point le plus central, le plus au milieu, de nulle part, et c'est là. D'ailleurs, leur fiche Wikipédia explique que c'est grâce à cette situation géographique que le groupe a pu tourner facilement et se faire connaître. Quoi qu'il en soit, leur succès, ils ne le doivent pas qu'à leur situation géographique. Ils le doivent surtout au regard neuf qu'ils apportent sur les genres auxquels ils empruntent. Black metal, sludge, doom ou encore post-metal. On est un peu à la croisée de tout ça. Les compos sont hyper séduisantes, bien massives, et assez accrocheuses pour ces genres pour lesquels c'est pas toujours la priorité. Leur marque de fabrique, c'est aussi deux vocalistes
artistes qui, ensemble, disposent d'une variété de possibilités et de combinaisons intéressantes. Des hurlements stridents au growl profond, en passant par le chant clair. Un show bien fat dans une journée qui l'était tout autant. Ah, et vous savez comment on appelle un gars qui crie plein de gros mots pendant un concert? Non, un conjureur. Cette bonne place dans le classement, les Parisiens de Point Mort ne la doivent pas forcément aux émotions qu'ils m'ont procurées, leur musique ne me touchant pas particulièrement, mais à leur panache et à leur décomplexion totale. Je m'explique. Parfois, on a un peu l'impression que les groupes français ont un complexe d'infériorité, loin d'être toujours justifié, par rapport aux Anglais, aux Américains ou autres. Or là, on sent que Point Mort ose des trucs tant sur sa musique que sur la mise en scène du show. Les refrains pop, les passages trip-hop, les recours à l'électronique, les petits hooks pour aller chercher le public. Outre le soin apporté à la décoration du plateau, généreusement fleuri un peu à la façon de la tournée Sol Invictus de Face No More, on sent que tout, la setlist, les tenues de scène, a été pensé pour proposer un vrai spectacle. Sans parler de la très grosse présence de la chanteuse Sam Pillet, qui là aussi rappelle un peu Mike Patton avec sa palette vocale très variée. Bravo, parce que pour emmener la Warzone à 15h au pic du soleil, il fallait au moins ça. iPhone iPhone, Bandy Bandy, Django Django, François François. À la chanson, à la danse et à plein de surprises. Oui. Toc Toc, Duran Duran, encore plus fort. Wet Wet Wet, Yeah Yeah Yes, encore plus fort. Alors ce nom est un énorme troll. Et je vous avoue que comme j'ai pas hyper envie de le prononcer 10 fois, je vais faire court. Ça faisait quelques années que j'attendais de voir ce groupe assez réputé pour ses prestations live. Et en effet, les gros riffs bien rythmés qui tournent en boucle, à fort volume, ben ça fonctionne hyper bien. Bien. Avec en face deux groupes cultes que je connais mal et que j'étais bien tenté de découvrir, The Dillinger Escape Plan et The Gathering, ce concert n'était pas vraiment à mon programme. Attention, aucune condescendance. J'ai déjà vu Ultra Vomit en concert et je m'étais bien marré. Et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Mais je viens au Hellfest pour voir des concerts et je pense que ce qu'ils font relève plus du spectacle. Faute d'avoir pu me placer correctement à la Temple ou à la Warzone, j'ai suivi mon pote jusqu'à la Main Stage 1, qu'il foule pour la première fois après, je les cite, 20 ans de galère en Main Stage 2. Et ils m'ont eu assez facilement. Avec des gags à la chaîne, une mise en scène hyper travaillée, et une setlist qui commence à compter quelques tubes, mais ben on s'ennuie jamais et le spectacle passe en une fraction de seconde. Les clowneries de Fœtus et sa bande sont ponctuées de happenings, comme l'invasion de Canard Géant, et Vivant, ou l'apparition en guest de Christian Andreu de Gojira. Le gars est quand même venu pour jouer sur une parodie de son propre groupe. On a d'ailleurs failli assister à une belle bourde, lorsqu'il a failli saluer le public d'un « à l'année prochaine », se rattrapant en bégayant un peu avec un « à bientôt ». Vraie bourde ou van scripté? Et puis arrive le morceau qui clôture le show et la journée. Fœtus demande au public d'allumer les torches des téléphones, plan aérien sur la fosse qui brille de 1000 feux, c'est joli, presque solennel, et démarre avec un feu d'artifice énorme, le morceau ANUS et son refrain, ANUS, ANUS, Anus Anus, c'est le trou du c***. Je n'ai jamais vu autant de démesure dans la connerie. Doit-on vraiment les présenter? Avec les années, les Suédois sont quasiment devenus les chefs de file du post-metal. En tête d'affiche du samedi sur la vallée, on a eu droit à un show comme ils savent les faire. Des épopées d'une dizaine de minutes au rythme martial soutenu par 2 batteries, des montées lentes et multicouches qui explosent en des rouleaux compresseurs de puissance, appuyés par les hurlements déchirants de Johannes Persson. C'est magnifique, tant pour les yeux que pour les oreilles, avec un light show somptueux comme d'habitude. D'ailleurs, vous avez le show en entier disponible sur Arte Concert. Bah alors pourquoi autant de superlatifs et une 13e place seulement? J'ai beaucoup aimé ce concert. Mais il n'a pas su recréer les chocs que j'ai eu la première fois que je les ai vus. Il n'a pas su me surprendre, dépasser mes attentes. Peut-être trop haute. Peut pas gagner à tous les coups. Tant que j'y suis, j'en profite pour passer une commande. Dans ma vidéo de l'année dernière, plusieurs groupes que j'ai cités ont été programmés en 2026, donc ça se tente. Cet été, à l'occasion des 10 ans du génial album Mariner, Cult of Luna et la chanteuse Julie Christmas le rejoueront en intégralité au festival Art Tangent en Angleterre. Alors Hellfest, si tu manques d'idées pour tes 20 ans et tes 10 scènes, en voilà une qui ferait plaisir à pas mal de monde, j'imagine. Globalement, la programmation de ce Hellfest 2026 me plaisait beaucoup, avec un jeudi, un vendredi et un samedi pour lesquels j'ai pris le forfait complet à la vallée. À 3 ou 4 groupes près, j'ai tout vu. En revanche, le dimanche... Cette journée dédiée à la scène de la Nouvelle-Orléans m'a un peu laissé sur le côté. Si cette annonce a ravi beaucoup de monde, je suis complètement passé à côté de ces groupes, et même en essayant de m'y intéresser, bah c'est pas mon truc. Avec une température infernale et la perspective du retour, j'ai erré comme une âme en peine sur le site pendant une partie de la journée, hésitant même à retourner à la vie normale un peu plus tôt que prévu. Et puis tout compte fait, j'ai décidé d'attendre le concert d'Acid Bass. Le groupe, mis en sommeil depuis 1997, jouait pour la première fois en Europe. C'était donc une occasion de pas rater. Et je dois admettre que les contenus postés ces derniers mois par The Doom Dad, allez voir sa chaîne et si ça vous plaît, faites comme moi.
moi, soutenez-le, m'ont amené à m'intéresser à leur musique que je connaissais très mal. En vrai, on a vraiment eu l'impression de vivre un moment précieux. Après une diffusion en prologue du morceau éponyme de l'album éponyme de Black Sabbath, énième hommage du week-end au Sab ou à Ozzy, Dax Riggs et ses comparses ont envoyé 10 morceaux qui sont probablement les plus catchy de leur catalogue. On a l'impression d'être dans une capsule temporelle avec une esthétique très 90s qui rappelle parfois Alice in Chains. Le chant est à fleur de peau, la musique est bien glauque et poisseuse. Bref, c'était super cool et c'était finalement un bon move de finir avec ça. À la base, j'étais devant Cadavar à la vallée. Et puis, au bout de 10 minutes, j'ai eu envie de voir autre chose. J'ai donc filé vers l'altar pour la seule et unique fois du week-end. J'ai pas mal de respect et même d'admiration pour Igor, mais je ne réécoute jamais les albums. Et les quelques fois où je les ai vus en live m'avaient laissé un peu tiède. Alors qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y avait une véritable osmose entre le groupe et son public. complètement dingue. Et un set que j'ai trouvé plus digeste que d'habitude. Avec 17 morceaux en 1 heure, on passe rapidement par tous les piliers qui font d'Igor un ovni. Métal extrême, musique baroque, musique électronique et musique du monde. J'ai aussi eu l'impression d'un spectacle moins figé que par le passé. Le patron quittant plus souvent ses platines pour jouer de la guitare que dans mes souvenirs. Bref, Igor est un groupe unique et montre à quel point la scène française est riche et brillante. Voilà un groupe que je regrette de ne pas être allé voir de plus près, alors que je connaissais son potentiel pour en avoir beaucoup entendu parler, vu la session KEXP, écouté les albums. Die Spitz, c'est un jeune quatuor texan qui dégage sur scène une énergie phénoménale. Et comme beaucoup de jeunes groupes, elles semblent prendre un plaisir absolu à jouer leurs titres. Oui, elles, parce qu'il s'agit d'un des très rares groupes de la programmation, Peut-être même le seul, j'ai pas vérifié. 100% féminin. J'en profite pour aborder un sujet important. On veut voir plus de femmes sur scène et backstage. Au Hellfest comme ailleurs. J'ai souvenir de l'édition 2024 par exemple où il me semblait y avoir eu un réel effort sur le sujet. Mais là, on régresse. Après, même si je les trouve un peu laxistes sur le sujet, je ne jette pas la pierre au Hellfest en particulier. Pour être assez concerné par la question et avoir moi-même essayé d'y prêter une attention particulière dans des projets passés et futurs, bah c'est pas facile. Toute la filière est responsable. On pourrait même dire que c'est la société qui est responsable dans son ensemble, mais le sujet dépasse le cadre de cette vidéo. Un jour, une tourneuse m'a balancé publiquement une pique sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes sur une affiche que j'avais participé à composer. Un peu agacé, je lui ai retourné son propre roster. Un roster, c'est la liste des groupes avec lesquels un tourneur travaille. Ah, vous savez quoi ? Il y avait 90% de groupes avec 0 femmes. Il y a très peu d'artistes féminines dans le game et le mal est profond. Comment y remédier ? Je ne sais pas. Toujours est-il que la solution, c'est pas à des hommes de marketer des groupes de femmes. Genre si c'est pour faire des trucs comme Baby Metal, c'est pas la peine. Bref, revenons à Die Spitz. Ce groupe a un pouvoir d'attraction énorme et déborde d'influences multiples. Si je devais citer tout ce que j'ai lu, cette vidéo serait un encore plus gros tunnel qu'elle ne l'est déjà. Alors je vais me contenter de ce que j'ai moi-même entendu. L7 ou Hall pour les voix, le mouvement Riot Girl pour le côté très engagé, du Nirvana et du Foo Fighters dans certaines compos, mais aussi du punk rock viscéral et un peu crade façon Stooges, des trips limit shoegaze, des pop songs et même un peu de heavy metal. C'est un groupe génial et je serais prêt à faire quelques heures de route pour les revoir. Avec la double étiquette groupe belge et signé chez Pelagic Records, tu sais déjà que tu peux pas te tromper. Psychonaut nous vient de Malines dans les Flandres et fait partie d'une petite bande de groupes composée notamment de Brutus ou The Guru Guru, tous aussi brillants les uns que les autres, en plus d'être composés de gens extrêmement sympathiques. Résumer leur musique est un exercice assez difficile, mais je dirais qu'elle est construite sur tout un tas de dualités. Déjà, une dualité en termes de construction. Les structures des morceaux sont assez complexes, souvent basées sur des polyrythmies, et pourtant, jamais on ne tombe dans le côté un peu chiant des groupes de prog. Coucou les fans de Dream Theater. Il y a aussi une dualité dans la temporalité. Bien que leur musique invoque pas mal Led Zepp ou Pink Floyd, c'est très moderne dans les sons comme dans l'approche globale. Et enfin, il y a cette dualité dans les voix. Comme dans Conjureur, les deux chanteurs alternent et combinent des chants clairs très mélodiques et des hurlements viscéraux. On peut ajouter à tout ça le tour de force de proposer des morceaux aussi denses tout en étant en simple trio. En résumé, c'est un groupe capable d'allier la complexité à une efficacité redoutable, tout en restant bizarrement accessible. Tout simplement un des groupes les plus intéressants des 10 dernières années. J'ai l'impression, Et je ne sais pas si elle est fondée ou pas. que les têtes d'affiche des scènes alternatives sont de plus en plus grosses chaque année. À ce titre, j'ai été assez surpris de la programmation de Mastodon à la Vallée, alors qu'ils étaient jusque-là plutôt habitués au main stage. Sans être un immense fan du groupe, force est de constater qu'ils font partie des plus gros headliners qu'on puisse espérer sur un festival en 2026. Ne me parlez pas des vieux groupes rincés comme Deep Purple, Scorpion ou Kiss, hein. Malgré tout mon respect, faut arrêter. La preuve en est leur présence l'été dernier sur la très sélective affiche du Back to the Beginning à Birmingham. D'ailleurs, les gars de Mastodon ne sont pas encore retombés, deux d'entre eux arborant sur scène un t-shirt Ozzy Osbourne. Toujours est-il que c'était un immense privilège de voir ce show dans ces conditions de confort et de proximité. On était à 30 mètres du plateau sans être dans une foule compacte. Et puis voilà, hein, machine de guerre à l'américaine, une setlist qui empile les bangers, ça régale de riffs et de refrains. C'était aussi leur premier Hellfest sans Brett Hines, leur co-chanteur et guitariste qui a quitté le groupe l'année dernière, avant de trouver la mort dans un accident de moto quelques semaines plus tard. Ils ont d'ailleurs joué leur tout dernier morceau, Your Ghost Again, écrit en son hommage. Le Hellfest lui a également dédié un vitrail au pied de la cathédrale, aux côtés des autres légendes disparues qui ont un jour
toujours fouler les planches du festival. Bref, un show de très haute qualité, vécu dans des conditions optimales et avec une dimension un peu émouvante. Comme Cult of Luna, Amen-Ra fait maintenant partie des patrons de la scène post-metal à l'échelle de la planète. Et comme Cult of Luna, j'avais déjà vu le groupe plusieurs fois et je savais à quoi m'attendre. Et pourquoi tu les as mis à cette place alors, gros malin? Parce que sans jamais vraiment changer la recette, leur concert me transperce à chaque fois. La voix de Colin Ash van Eckhout, Merci. qu'il hurle son désespoir ou qu'il récite de la poésie en flamand, me bouleverse. Je ne sais pas pourquoi, c'est épidermique. Bruit fait partie de ces groupes que je connaissais déjà assez bien avant mon arrivée à Clisson. Pour faire les présentations, c'est un groupe toulousain de post-rock néoclassique. Il y a dans le groupe un violoncelliste et un violoniste qui jouent de plusieurs instruments. Avec pas mal d'ajouts électroniques. La plupart des membres sont des musiciens, producteurs, directeurs artistiques pros, qui collaborent ou ont collaboré avec des artistes comme Christophe, Big Flo et Oli, ou maintenant M83, dont 3 d'entre eux font partie du line-up de tournée. Et depuis leur premier EP sorti en 2018, ils ont fait le choix, Louable et audacieux, de boycotter les services de streaming. Du coup, leur notoriété progresse lentement, mais sûrement. Autrement dit, ils sont un peu le secret bien gardé, de moins en moins. d'un public qui les a vus en live et qui a activé le bouche à oreille pour faire de nouveaux adeptes. Leurs lives justement sont très intenses et très soignés, donc il y avait peu de doute sur la qualité du show. La question, c'était surtout celle du slot. J'avais déjà vu Bruit en club ou en plein air, mais de nuit. Des conditions qui leur vont hyper bien. Mais là, ils jouaient à 11h40, Du matin. en pleine lumière, et donc, comme tout le week-end, sous un soleil de plomb. Donc un contexte beaucoup moins propice à l'immersion. Et c'est là qu'on peut faire confiance au public de la vallée, très discipliné, qui a réservé un excellent accueil aux Toulousains et respecté chaque minute du set. I'm proud of you, you know that. Bruit a sans aucun doute conquis des centaines de nouveaux adeptes. Si vous aussi vous voulez rejoindre le cercle des initiés, c'est sur leur bandcamp que ça se passe. Ou sur scène, bien sûr. Ça doit faire une douzaine d'années que je veux voir Uncle Acid et que j'accumule avec eux les rendez-vous manqués. Autant dire que j'attendais ce show. Les groupes qui jouent à la vallée ont généralement un lien plus ou moins étroit avec les pères fondateurs de Black Sabbath. Là, pour le coup, Kevin Stars C'est lui Uncle Acid, hein. C'est le genre de type qui met un nom de groupe pour faire genre, mais c'est bien lui. doit être assez bien placé dans l'ordre de succession. Les riffs donc font pas mal écho au Sab, mais les harmonies vocales quasi permanentes pour le coup font plus penser aux Beatles, ce qui n'est pas du tout pour me déplaire. C'était délicieusement rétro, envoûtant, habité, joué à la perfection, super cool. D'ailleurs, Uncle Acid fait partie des 2 seules formations programmées à la vallée avec au moins une femme dans ses effectifs. 31 groupes et seulement 2 femmes. C'est honteux! Voilà un groupe dont le nom est pas mal revenu à mes oreilles, notamment après sa première partie très remarquée sur la tournée de Russian Circles il y a quelques mois. J'étais donc ravi de les voir pour la première fois. Je savais à peu près à quoi m'attendre, et j'ai été servi. Une base Doomstoner somme toute assez classique, Qui me rappelle Monolord, pour n'en citer qu'un, avec un joli chant clair, éthéré, noyé dans la reverb, qui évoque un peu Mars Red Sky pour le coup. et par-dessus tout ça, des couches de synthé modulaire qui emmènent très loin dans le cosmos. Déjà là, on est bien, on est très bien, sans même avoir eu recours à une substance illicite. D'ailleurs, au passage, resin, ça voudrait dire résine. Mais leur arme secrète, la voilà. Un putain de saxo. Quand le dénommé Spencer Ouellet lâche ses synthés, C'est génial comme nom Spencer Ouellet. On dirait le nom d'un méchant dans un film des années 90. Je suis Spencer Ouellet. c'est pour poser des nappes de saxo qui amènent une chaleur et une mélancolie qui font des morceaux des cocons dont on ne veut pas sortir. Mortel. Allez, on joue un peu. Est-ce que vous voyez un point commun entre les Breeders, Tokyo Hotel, Uncommon Man from Mars, Indochine, The National, Good Charlotte, les Bee Gees ou encore Styx? Ce sont tous des groupes dans lesquels il y a des jumeaux. Ou jumelles. Eh bien, c'est aussi le cas de God is an Astronaut, qui, après avoir connu diverses formations, est aujourd'hui composé des jumeaux Nils et Thorsten Kinsella comme seuls membres permanents. Et c'est un des éléments qui fait le charme de ce groupe. Les 2 frères se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, Oui, c'est un peu le principe. dans leur physique comme dans leur posture. L'un est recroquevillé sur sa basse à jardin, l'autre sur sa guitare à court, et ils paraissent ne faire qu'un dans la construction d'un post-rock dans la pure veine de Mogwai ou Sigur Rós, avec une attitude et une coloration assez shoegaze. Alors attention, le post-rock ça peut être un peu chiant, et on a un peu parfois l'impression que les groupes sont interchangeables. On en a eu quelques exemples au Hellfest 2025. Pour éviter ça, God is an Astronaut a 2 atouts. Le premier, c'est que les traditionnelles montées, qui sont des marqueurs du genre, sont particulièrement lourdes et puissantes. Bah oui, on est au Hellfest, il fallait au moins ça. Le deuxième, c'est la présence en invité de marque de la violoncelliste Jo Quayle, qui rôde depuis toujours dans les scènes post-rock et post-metal. Quand je dis invité de marque, c'est pas juste pour la formule. Elle est à l'avant du plan de scène, entre les 2 frères, et joue sur quasiment tous les morceaux du début à la fin. C'est simple, on dirait qu'elle a toujours été là, et la fusion marche à la perfection. C'est un show qui m'a transporté. Et si vous le voulez, bande de vénards, ce show fait partie de ceux qui ont été captés par Arte Concert, donc vous pouvez le voir.
Faire un festival, c'est y aller pour voir des groupes qu'on connaît, mais aussi et surtout pour faire des découvertes. Et comme vous l'avez compris si vous êtes arrivé jusque-là, tous les groupes dont j'ai parlé sont des groupes qui m'étaient au moins un peu familiers, ce qui n'est pas du tout le cas d'Iarostan. Pourquoi? Je l'ignore, mais j'étais complètement passé à côté de ce groupe qui a pourtant déjà 10 ans. Enfin si, j'ai peut-être un début d'explication. Vous le savez, il y a plein de chapelles dans le métal. Et même en étant très ouvert et curieux, il y en a certaines que j'aime un peu moins. C'est notamment le cas du Screamo, et c'est une des étiquettes qui leur est régulièrement collée. En plus de ça, comme bruit, le groupe semble particulièrement adepte du do-it-yourself et des circuits alternatifs, ce qui les rend par exemple assez peu visibles sur les plateformes de streaming. Bref, je vous pose le contexte. Matinée à la Vallée. Ah ouais, à la Vallée. Et voilà que débarque un groupe de jeunes Marseillais, avec des coupes de jeunes à la mode. Vous voyez là, les mulets de rugbyman, les permanentes, les décolorations... Une apparence générale qui dénote de ce qu'on a l'habitude de voir sur cette scène. Et donc, un a priori. Alors non, je ne juge pas, hein. C'est juste mon inconscient qui a pris le dessus, les biais cognitifs, les constructions sociales, tout ça. Dès le démarrage du set, une évidence, ça joue hyper bien, c'est hyper en place, et ça paraît hyper sincère. Je ne connais pas du tout le background du groupe, mais il y a des centaines d'heures de répétition et de résidence derrière, c'est une certitude. Screamo, je sais pas, mais en tout cas, moi j'y vois du bon post-hardcore, avec même des passages post-metal. Les morceaux sont super, et ça chante en français, ce qui est toujours un parti pris un peu audacieux et appréciable. J'ai réécouté depuis, et j'ai vraiment envie de le revoir. C'est exactement pour ce genre de découverte qu'on accepte de passer quelques nuits pénibles sous la tente, à un âge où ça commence à devenir déraisonnable. C'est le genre de surprise qui te met le smile. Et c'est pour cette raison que Iarostan se trouve à cette très belle deuxième place. Pour le coup, j'avais déjà vu Slift une bonne dizaine de fois avant cette date, et jamais je n'aurais imaginé mettre les Toulousains à cette place. Toulouse. Encore. Attention, objectivement, je trouve que c'est un excellent groupe, aussi bon sur album qu'en live, et je pense que leur succès de ces dernières années, Olympia, gros festival, tournée US, KEXP, signature chez Sub Pop, tout ça quoi. est amplement mérité. Mais je n'avais jamais vraiment pris de gifle devant leur show. Il faut dire que d'habitude, leur set était construit sur des jams hyper longs qui parfois avaient tendance à me perdre. Pire, à m'ennuyer. Cependant, 2 semaines avant leur date au Hellfest, est sorti leur album Fantasia, qui dès la première écoute, m'est apparu comme un classique instantané, avec des choix radicaux qui ont dérouté pas mal de monde. Des morceaux plus courts, plus de voix, plus de synthé. Bref, personnellement, c'est un album que je trouve incroyable. Mais un bon album ne fait pas toujours un bon live, et chaque édition du Hellfest nous en apporte des exemples. Je balance pas de nom. Toujours est-il que Slift assume Fantasia en jouant d'entrée les 4 premiers morceaux de l'album dans l'ordre. Puis les 2 hymnes éponymes des albums précédents, Human et Ilion, pour revenir à Fantasia avec les 2 titres de clôture. La setlist est imparable, le son est mammouthesque, les jams sont toujours aussi fous mais beaucoup plus contenus, et les 3 membres sont en parfaite osmose. Bref, c'est un voyage psychédélique d'1 heure, dont j'ai des réminiscences physiques à chaque fois que je réécoute l'album. Les poils, comme on dit. Alors ok, ce classement est hyper subjectif, on le sait, on l'a dit. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au moins 5 personnes que j'ai croisées sur le site après ce show m'ont raconté exactement la même chose. Ouais, ce livre, d'habitude, je suis pas fan, mais alors là, c'était vraiment fou. Clairement, ils ont encore passé un cap avec cet album, et cette tournée les place parmi les groupes les plus excitants du moment à l'échelle de la planète. Et ce qui est cool aussi avec Slift, c'est que malgré ce statut qui ferait gonfler le melon à plus d'un, J'aurais pu faire plus local, mais faire gonfler la saucisse, ça sonnait pas de ouf. ils ont joué la veille sur une toute petite jauge, et le surlendemain dans un bar pour la fête de la musique à Toulouse. Des bons gars, quoi. Bravo si vous êtes arrivé jusque-là. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, à me partager vos coups de cœur. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme pour les dernières vidéos, je ne sais pas s'il y en aura d'autres après, mais dans le doute, abonnez-vous, ça coûte rien. Merci et à bientôt. Ou pas.